Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on va s'éloigner un peu des data centers habituels. Ouais, on part carrément s'aérer l'esprit, directement dans les champs et les étables. Exactement. Et le matériel source qu'on va analyser aujourd'hui, il est assez exceptionnel. C'est la retranscription intégrale d'un débat. Un débat super intéressant qui s'est tenu au Salon de l'Agriculture, c'était en mars 2026. C'est ça. Avec un titre affiché en grand sur l'estrade, un titre presque provocateur, la question c'était: l'IA peut-elle sauver l'agriculture française? Vaste programme, hein. Et le panel était vraiment taillé sur mesure pour ça. Ouais, on avait deux profils qui, sur le papier en tout cas, parlent pas du tout le même langage. D'un côté, on a la voix de la tech, avec Emmanuel. C'est un expert en technologie de rupture, mais avec une vraie légitimité terrienne. Bah oui, il a grandi dans une ferme. Entre la Vienne et l'Indre, tout à fait. Et face à lui, pour donner la réplique, on avait Robert. Ah, Robert, un agriculteur au cuir dur, ancien président de chambre d'agriculture. 42 ans de métier au compteur. Le vétéran qui a tout vu passer, quoi. Et c'est justement ce choc des cultures qui rend notre source si précieuse aujourd'hui. Alors, la mission de cette exploration, c'est quoi exactement, Evelyne? C'est de comprendre concrètement comment le silicium, la puce électronique pure, vient percuter la terre arable. Faut vraiment démystifier l'intelligence artificielle dans ce milieu-là. Ouais, on oublie les scénarios hollywoodiens, les robots humanoïdes qui plantent des carottes. Exactement. Le vrai enjeu du débat, c'est de voir si cette technologie peut résoudre une équation qui a l'air presque impossible. Laquelle? Réussir à concilier la rentabilité économique de fermes qui sont souvent à la limite de la rupture, l'urgence écologique absolue, et puis la sauvegarde d'un savoir paysan en voie de disparition. Alors, décortiquons tout ça. Pour pas rester dans les grands concepts, le débat commence avec un exemple hyper précis. L'histoire de Claire. Oui, la productrice de blé. Voilà. À une période charnière de l'année, Claire, elle regarde ses champs et elle a un dilemme classique, mais hyper angoissant. Est-ce qu'elle doit pulvériser un traitement contre la rouille? Une maladie fongique qui peut ravager sa récolte. C'est ça. Et la décision est lourde, parce que si elle déclenche le traitement, paf, c'est 1200 € qui partent instantanément. Et le plus frustrant, on le rappelle, c'est que 3 semaines plus tard, elle n'aura aucun moyen de savoir si c'était vraiment indispensable. Ouais. Ou si elle a juste brûlé cet argent par précaution? Et c'est là que l'IA intervient, mais de façon très subtile. Comment ça marche, du coup? L'ordinateur prend la décision à sa place? Ce qui est fascinant ici, c'est que l'IA ne remplace absolument pas la décision humaine. Elle n'appuie pas sur le bouton. Ok. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va ingurgiter des millions de points de données, des choses qu'un cerveau humain ne peut pas croiser en temps réel. Comme quoi, par exemple? L'historique météo de la région, sur 20 ans, le microclimat exact de cette parcelle-là, le taux d'humidité des feuilles, les prévisions de température des prochaines nuits. Oui, c'est massif. Totalement. Et à l'arrivée, l'outil ne donne pas un ordre, il donne une probabilité. Un message du genre « il y a 80% de risque que la rouille se développe dans 5 jours sur la parcelle sud ». Donc on passe d'une action dictée par l'angoisse de tout père à une action dictée par une probabilité mathématique. C'est exactement ça. Mais attends, il n'y a pas un risque, à terme, que l'agriculteur devienne juste un exécutant? Si l'écran affiche 80%, on réfléchit plus, on traite, non? Ça, c'est la mise en garde de Robert pendant le débat. Et il utilise une métaphore qui fait mouche. Mhm. Il raconte que dans le passé, on a souvent cru pouvoir sauver une ferme mal en point juste en lui faisant acheter un tracteur flambant neuf de 200 chevaux. Le fameux pansement technologique. Voilà, c'est une illusion totale. Robert insiste là-dessus, on ne guérit pas un système agronomique malade avec un outil. L'IA exige d'abord une analyse globale de l'exploitation. Donc l'IA est un super copilote, mais elle conduit pas le tracteur. C'est un copilote invisible. Le bouton final, la responsabilité, ça doit impérativement rester dans les mains de l'agriculteur. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, quand on voit comment ces outils changent la perception physique du champ. Emmanuel a parlé des drones, je crois. Oui, les fameux drones agricoles. On est très loin des petits drones pour faire de jolies vidéos de mariage. Bah oui, qu'est-ce qu'il voit de plus que Claire quand elle marche dans son champ de blé? Il voit un spectre de lumière qui nous est totalement invisible. Ces drones ont des caméras multispectrales et infrarouges. D'accord. Et il calcule un truc qui s'appelle l'indice NDVI. L'indice de végétation par différence normalisée, c'est ça, hein? Exactement. En fait, la façon dont une feuille reflète la lumière, ça change de manière infime selon sa santé. Avant même qu'on puisse le voir à l'œil nu. Bien avant. Avant que la plante jaunisse, la caméra repère déjà si elle a soif ou si un parasite l'attaque. L'IA te sort une carte, en vert tout va bien, en rouge c'est la détresse. Et ça permet d'arrêter de pulvériser des produits chimiques partout ou au cas où. On cible uniquement la zone rouge. Mais soyons pragmatiques 2 secondes.
Un drone pareil, ça coûte une blinde. Le débat mentionne des tarifs entre 15 et 30 000 euros. Oui, c'est un investissement colossal. Pour un agriculteur qui galère parfois à se dégager un SMIC, c'est pas complètement hors sol comme technologie. C'est réservé aux firmes industrielles géantes. Et c'est là qu'Emmanuel a apporté une réponse très ancrée dans la réalité française. La clé, c'est le partage. Le modèle coopératif. Voilà, avec les coopératives et les SUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole, quand tu achètes ce drone à plusieurs, le coût s'effondre. On parle de combien par hectare du coup? Emmanuel avance un coût ramené entre 8 et 15 euros l'hectare. Ah oui, c'est beaucoup plus accessible. Et c'est ce qu'il appelle la mathématique agroéconomique. La fameuse mathématique agroéconomique. Comment ça se traduit en fin de saison? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En traitant uniquement les zones malades, la réduction des entrants chimiques, elle est de 20 à 40%. C'est énorme. Sur une exposition moyenne de 100 hectares, la source indique que ça représente 4 000 euros d'économisés. La techno se rembourse toute seule. Et l'impact écologique est direct. C'est ça qui est rare et précieux ici. C'est un des seuls domaines où l'économie et l'écologie marchent main dans la main au lieu de s'affronter. Bon, alors, on voit l'impact sur les cultures. Mais le débat change de décor à un moment donné. On quitte les champs pour rentrer dans l'étable. Ah oui, l'exemple de l'élevage, c'est fascinant. C'est presque surréaliste même. L'anecdote, c'est un éleveur de bovins, tranquille chez lui, et son téléphone vibre. Il reçoit un texto de la vache 47. Le fameux texto de la vache 47. C'est ça. Le message dit texto « Vélage probable dans 4 heures ». Comment une intelligence artificielle peut prédire la naissance d'un veau? Grâce à des capteurs, les vaches ont des espèces de boucles d'oreilles ou des colliers connectés. Ça capte la température, les déplacements, le temps de rumination et même les microcontractions. Tout ça part dans une IA entraînée sur des millions de vélages. Et quand elle reconnaît le schéma, elle alerte l'éleveur. 6 à 12 heures à l'avance. Et ça permet même de détecter des maladies avant qu'il y ait des symptômes visibles. Résultat des courses? Une baisse de la mortalité des veaux de 15 à 20% selon les intervenants. Bon, c'est génial pour l'animal. Mais je me fais l'avocat du diable. Un éleveur, son métier, c'est l'instinct, le lien avec l'animal. Si un écran lui dicte quand aller dans l'étable, est-ce qu'il ne devient pas juste un technicien de maintenance? C'est le paradoxe soulevé par Robert, mais sa réponse est vraiment nuancée. Qu'est-ce qu'il dit? Il rappelle la dureté physique du métier. Robert, il a assisté à 150 vélages par an pendant 40 ans. Se lever à 3 heures du matin dans le froid pour vérifier, parfois pour rien. Ça détruit la santé. L'épuisement chronique, oui. Avec ce texto, l'éleveur peut enfin dormir. Mais le vrai paradoxe, c'est ce qu'il fait du temps gagné la journée. Il en fait quoi, lui? Il flâne. Il flâne, c'est le terme de Robert. Avoir le temps de flâner dans son troupeau, observer au calme. Pour développer son instinct. Exactement. Le fameux coup d'œil de l'éleveur, savoir si une bête couvre quelque chose juste à sa posture, ça s'acquiert pas dans l'urgence. Ça prend 20 ans de calme et d'observation. Donc en gros, la technologie prend en charge le stress nocturne pour laisser à l'humain le temps de cultiver son instinct. La machine ne détruit pas l'instinct, elle lui donne le temps d'éclore. C'est une super belle vision des choses. Et ça m'amène à un autre concept du débat. Un truc qui fait penser à un jeu vidéo, mais avec la survie d'une ferme en jeu. L'histoire de Mathieu. Le jumeau numérique. Voilà. Mathieu veut tester une nouvelle culture, du sorgho. C'est résistant à la sécheresse, mais il n'en a jamais fait. Sans IA, comment il gère ce risque? Il teste en vrai. Il achète les graines, il sème sur une parcelle et il prie. Et s'il se plante sur la date de semis ou si la météo est capricieuse? La récolte est foutue et c'est la trésorerie qui encaisse. Une mauvaise année peut suffire à couler la ferme. C'est là que le jumeau numérique change la donne. Au lieu de risquer son argent, Mathieu copie sa ferme dans l'ordinateur. Il y rentre ses types de sol, ses tracteurs et surtout 20 ans d'historique météo de sa commune. Et l'IA simule 5 années de récolte de sorgho en quelques heures. Il joue à l'agriculteur sans risque. Il peut avancer la date de semis dans le logiciel, voir si ça pousse mieux et recommencer. Si l'on relie ça à une vision plus globale, c'est quoi l'impact de ce genre d'outils? Robert souligne à quel point l'agriculture était en retard là-dessus. Dans l'industrie, chez Mercedes par exemple, on simule tous les crash tests par ordinateur avant de fabriquer la moindre pièce. Alors qu'en agriculture, on encaisse les chocs climatiques en direct. Aucun droit à l'erreur, aucun entraînement. Ce jumeau numérique, c'est une gymnastique mentale vitale pour se préparer aux bouleversements climatiques qui arrivent. Une vraie répétition générale. Mais il y a une limite, non? L'IA se base sur le passé pour prédire l'avenir. Tout à fait. Si un nouvel insecte ravageur remonte du sud à cause du réchauffement, un truc qu'on n'a jamais vu en France, l'IA le connaît pas. C'est la limite absolue, rappelée par l'expert. L'IA ne peut pas tout prévoir.
Face à un événement totalement inédit, un signe noir, l'algorithme est aveugle. D'où l'importance de garder l'agriculteur humain au centre pour son adaptabilité. L'humain reste irremplaçable. Et en parlant d'humain, il y a un chiffre dans le débat qui donne le vertige. Un agriculteur sur 2 a plus de 50 ans en France. C'est le gouffre démographique qui nous attend. Des milliers de fermes vont changer de main dans les 10 ans à venir. Et c'est une perte de mémoire collective hallucinante. Comment on transmet le savoir d'un gars qui a bossé la même terre pendant 40 ans? Eh bien, Emmanuel explique que l'IA générative pourrait aider à sauvegarder ce qu'il appelle la logique implicite. Comment ça? On met l'agriculteur de 70 ans devant un micro avec un robot. Presque. L'IA analyserait 20 ans de ses carnets de bord et l'interviewerait. Pourquoi, en 2018, pendant la sécheresse, vous avez fait tel choix sur cette parcelle précise? Pour capturer son instinct? Son mode d'emploi personnel? Voilà. Et le jeune qui reprend la ferme aurait accès à cette sagesse croisée avec les données brutes. C'est génial sur le papier. Mais ça pose une question gigantesque. Cette logique implicite, c'est l'or de l'agriculture française. Ah bah la dépossession, c'est le cœur du problème. Si on numérise tout ça, à qui appartiennent ces données? Aux gérants de la tech américains ou asiatiques? Et là, Robert a eu cette phrase très juste. Le savoir, c'est le pouvoir. Si tu perds le contrôle de tes données agronomiques, tu deviens un simple exécutant dépendant d'outils étrangers. Surtout qu'en France, on importe déjà 50% de nos fruits et légumes. C'est une question de souveraineté alimentaire et géostratégique absolue. C'est pour ça que la source se termine sur un appel très fort. Un appel à un, je cite, « plan Marshall de l'intelligence agricole ». Si on équipe la moitié des exploitations avec ces outils, mais des outils français, souverains, les projections montrent qu'on pourrait augmenter la production de 20%. Tout en réduisant l'empreinte environnementale de 25%. C'est l'idée d'une 4e révolution agricole, mais à la française. Alors, que signifie tout cela au final? Ça signifie que cette technologie invisible dans les champs, elle finit directement dans l'assiette de chaque personne qui écoute ou qui mange. Exactement. Mieux comprendre ces enjeux techniques, ces puces électroniques, c'est comprendre l'avenir de notre alimentation, de nos paysages et de l'indépendance de notre pays. Tout est lié. D'ailleurs, il y avait une dernière piste de réflexion fascinante soulevée par l'expert pour clore le débat, non? Ah oui, la fameuse pensée provocatrice. Tu peux nous l'expliquer? Oui. On parlait de l'IA qui capture l'instinct des vieux agriculteurs. Eh bien, imagine un instant qu'on croise la sagesse implicite, les réussites et les échecs de dizaines de milliers d'agriculteurs. Se pourrait-il qu'un jour, en brassant toutes ces connaissances humaines, l'algorithme invente des pratiques agroécologiques totalement inédites, des méthodes radicalement contre-intuitives auxquelles le cerveau humain n'aurait jamais pensé en 10 000 ans d'agriculture? Une IA qui inventerait la permaculture du futur. Exactement. C'est une graine qu'on laisse germer dans l'esprit de quiconque s'intéresse à l'avenir de la Terre. Et c'est là-dessus qu'on va clore ce décryptage. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle analyse en profondeur.